Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Bonjour et bienvenue en ce jeudi 19 mars 2026. Nous sommes à la Saint-Joseph. Nous souhaitons bonne fête à tous les Joseph. Moi, j'en connais. C'est un prénom formidable, Joseph. Ouais, c'est magnifique. C'est le monsieur qui a élevé Jésus, à qui la Vierge Marie a dit c'est pas ton fils. C'est pas ton fils, et pourtant il a élevé et aimé, et puis enfin c'est ce qu'on nous a raconté. Donc voilà, bonne fête à tous les Joseph, à tous les José, s'il y a des Espagnols parlants, et Giuseppe si nous avons des Italiens, José, c'est son portugais comme mon voisin Albin Teixeira. Bonjour Albin Perico, Teixeira, bonjour à tous. Un excellent français, mais avec une merveilleuse origine portugaise. Et puis en face de moi, j'ai un vrai occitan, c'est Julien Delmas, à côté de Quillan, je donne pas le village parce que sinon ils vont tous y aller, qui va superviser cette émission sur le plan technique. Et puis l'éternel, incontournable et inaliénable Emmanuel Galasso. Galasso, la voix, non pas de la France, mais de Sud Radio, celle que vous entendez quand vous appelez au 0826 300 300 pour intervenir à cette antenne, puisqu'ici c'est le parler vrai, c'est votre radio que nous vous attendons, et vous savez que vous pouvez y dire, dès lors que vous restez correct, hein, et puis que vous transgressez pas les lois de la République, vous pouvez vous exprimer librement. Alors, ne buvez pas les eaux usées de vos toilettes. Alors bien sûr, parce que vous pourriez être positif à l'analyse, au test des stupéfiants. Oui, alors plus sérieusement, les statistiques sont terribles. Les eaux usées, on fait des analyses biologiques régulièrement en France, et les eaux usées sont saturées de cocaïne et de kétamine. Quand je dis saturées, il y en a plus que jamais. C'est donc là, c'est une preuve scientifique que la consommation des stupéfiants se porte bien, et que le narcotrafic fait de gros chiffres d'affaires, à en juger par le taux de résidus stupéfiants eux-mêmes dans nos eaux usées. On en discutera avec Jean-Michel Vert, notre confrère, un journaliste d'investigation, auteur de Inside Dizzy Mafia, au cœur des gangs du narcotrafic, et on va décrypter avec lui ces analyses, ces chiffres très inquiétants sur la présence des stupéfiants dans les eaux usées. La France libre revient sous forme d'un porte-avions. La France libre, vous vous souvenez, c'est le nom que le général de Gaulle a donné à son entreprise en 1940, de courage, de sursaut de la France, de la République, la France libre. Eh bien, le président de la République, c'est curieux qu'un homme ait le droit comme ça de choisir tout seul son nom. Le président de la République n'a pas donné un nom de personnalité politique historique, il a donné un nom d'un instant, d'une époque de l'histoire de France, et on va en discuter très sérieusement avec l'amiral Richard Villemot-Roussel, qui fut pas moins que le commandant, le pacha comme on dit dans la marine, du porte-avions Charles de Gaulle. On verra si ce monstre des mers qui va sortir pas avant 2030. 2038, voilà. Est-ce qu'il sera peut-être déjà obsolète à l'époque? C'est l'amiral qui nous le dira, moi je ne suis pas spécialiste. Débat éternel sur cette radio du Parlons Vrai. Qu'en est-il de la liberté d'expression? Est-ce qu'on peut tout dire en France? De quelle façon? Est-ce que les médias sont vraiment libres? Ou est-ce qu'il y a des tendances, des idéologies, des non-dits, des silences dans les médias? On va discuter avec, vous le connaissez tous, Georges Fenech, ancien magistrat, ancien député, qui a écrit un livre. Ne dites pas à ma mère que je suis chroniqueur sur CNews, elle me croit toujours, juge à Hasbro, édité chez Fayard. De 13 à 14h, les eaux usées à 12h10 dans quelques instants, et puis à 12h45 ce sera l'amiral. Et puis Albin, on va parler de quoi là? Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'actualité? Dans nos perles, on va aussi s'intéresser au municipal avec quelques histoires un peu croustillantes. Avignon, sur le pont d'Avignon, voilà, ça barde. À vous raconter. Et puis on va s'intéresser à ce nouveau plat, ce nouveau fast-food qui plaît aux jeunes. Ça c'est votre problème, je veux pas l'entendre parler. Bon, on verra. Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Alors, certains journaux, je pense à Marianne que je connais bien, et d'autres responsables disent non, par rapport aux résultats des élections municipales de dimanche dernier, non, ce n'est pas une victoire de la France insoumise, et je vous ai dit moi-même hier que le score national était 3,87%. Je précise bien que la France insoumise n'ayant pas eu partout des candidats sur le territoire français, notamment dans les zones plutôt rurales et campagnardes, mais que dans les grandes villes, c'est ce qui explique la faiblesse de ce chiffre, 3,87, 654 000 voix. Ils auraient eu plus de candidats, ils en auraient eu plus. Mais pour vous dire, voilà, 3,87%, c'est pas le raz-de-marée auquel on a pu faire allusion dans la ferveur de certains commentaires. Or,
dire aujourd'hui, un peu pour se défausser, non, c'est pas la victoire de la France insoumise, c'est la victoire du camp républicain. Mais de quel camp républicain on parle? Il est où le camp républicain? On va pas nous remettre la sauce qu'il y a des partis républicains en France, d'autres qui ne sont pas, le fameux arc républicain. Je l'ai dit il y a quelques semaines, j'ai fait un coup de gueule en disant, il n'y a pas de parti fasciste en France, il n'y a pas de parti trotskiste non plus. Il peut y avoir des gens qui ont encore des comportements fascisants et trotskisants. Mais il n'y a pas au ministère de l'Intérieur de parti répertorié comme tel. Il n'y a pas dans le paysage politique français de parti fasciste, parce qu'on ne sait plus ce que ça veut dire, le fascisme. Le fascisme, c'est un totalitarisme absolu. Je ne vais pas vous refaire la leçon. Voilà, fasciste, c'est pas ça. Et s'il y a des fascistes aujourd'hui en France, dans le paysage politique, ça veut donc dire que le fascisme, c'était pas très méchant, c'était pas très grave, finalement. C'était juste des engueulades, des propos un petit peu obscènes, c'était peut-être des propos violents, du clivage. Non, s'il vous plaît. Le camp républicain, il n'a pas gagné. On verra dimanche prochain. Mais le 15 mars, c'est pas plus le camp républicain que le camp démocratique qui a gagné. Le peuple français s'est exprimé tel qu'il le voulait, et il n'y a pas dans les fusions entre Parti socialiste et France insoumise, alors que le patron du Parti socialiste, Olivier Faure, a juré sur ses grands dieux qu'il n'y aurait pas d'accord national. Quelle subtilité. Et finalement, il y a eu des accords de terrain pour sauver les sièges, pour sauver les postes, pour sauver les mairies, pour sauver le bout de gras. C'est la vie politique française, et à droite ça a été la même façon. Et à Paris, voilà, Madame Dati finalement va bénéficier d'une fusion avec la liste de Monsieur Bournazel, qui n'était pas une liste Renaissance mais une liste Horizon, même si elle représentait la Macronie, et Sarah Knafo, qui est pas du tout liée par le pacte macronien avec les LR qui gouvernent ensemble, je vous signale depuis le juillet 2024. Et bien Madame Knafo a décidé, donc le parti d'Éric Zemmour. On se sacrifie. L'important, c'est que Paris n'ait plus un maire qui soit celui qui était le bras droit de Anne Hidalgo, et il faut qu'il y ait un changement, une alternance de majorité. Voilà. Le camp républicain, c'est ça, c'est la liberté de s'exprimer. Mais ne monopolisez pas, ne récupérez pas, ne vous appropriez pas à gauche le camp républicain. Il est tout autant à droite, et je suis désolé de dire, et je l'assume totalement, il est quelquefois des endroits, des territoires où c'est peut-être le Rassemblement national, où ce sont les républicains qui défendent le camp de la République, qui défendent les camps de la République quand il s'agit de laïcité, de patriotisme, de liberté d'expression. Voilà. Donc, rétablissons le sens des mots et ne nous approprions pas des termes généraux, grandiloquents, quand il s'agit de la République. La France insoumise, elle a été vilipendée par les socialistes, traitée de tout, peut-être à juste titre, à partir du 7 octobre, sur des dérives antisémites, sur des propos totalitaires, sur des propos d'exclusion, de haine, de vengeance. Voilà. Je cite quelques cas, je ne généralise pas, donc c'est pas ça le camp républicain, voilà. Et le Parti socialiste qui a trahi, qui a menti au point de n'obtenir que 1,75% aux élections présidentielles de 2022, c'est pas non plus le monopole de la République. Donc sérénité, démocratie, le dialogue continue. Vous appelez Sud Radio si vous avez quelque chose à dire là-dessus au 026 300 300, on en parlera. Mais de grâce, le débat républicain est suffisamment douloureux et compliqué aujourd'hui pour qu'on aille jeter des adadèmes en récupérant la République pour insulter des gens qui sont aussi républicains et démocrates que vous, sans avoir à donner de leçons de morale à ceux qui n'ont pas à en recevoir. Merci. Tout de suite, de plus en plus exposés à la drogue. C'est un rapport européen qui nous l'indique. On va en parler avec Jean-Michel Verne, journaliste d'investigation, auteur de Inside DZ Mafia, au cœur du gang narco-mafieux aux éditions Artaud. Et vous pouvez bien sûr venir lui poser toutes vos questions au 0826 300 300. Sud Radio, midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. De plus en plus de cocaïne et de kétamine détectées dans nos eaux usées, d'après un rapport européen. Pour en parler, nous sommes avec Jean-Michel Verne, journaliste d'investigation, auteur de Inside DZ Mafia, au cœur du gang narco-mafieux aux éditions Artaud. Bonjour Monsieur Verne. Bonjour. Bonjour Jean-Michel Verne, merci d'être sur Sud Radio pour aborder ce sujet qui inquiète les Français, parce qu'on sait l'importance que prend aujourd'hui le narcotrafic dans la sécurité. On voit qu'il y a des territoires qui sont particulièrement contaminés, et là on a une preuve quasiment scientifique, surtout de l'installation de la drogue dans nos mœurs quotidiennes. Première question, Jean-Michel Verne. Par quels moyens on obtient ces analyses? On analyse les eaux usées, et ce sont ce sont les résidus des déjections des urines de l'être humain qui se voient dans les eaux usées?
Tout à fait, oui. C'est un procédé biologique. Hein. C'est des gens qui sont spécialisés là-dedans. Et dedans, vous retrouvez effectivement des résidus de produits stupéfiants, comme on retrouve des résidus de produits de la vaisselle. Hein. C'est assez accablant et ça montre une chose, c'est que la drogue est devenue depuis des années un produit de consommation courante. Je sais que Perico, vous êtes spécialisé dans je dirais la cuisine et l'alimentation. Oui. Et voilà, voilà, vous avez de la cocaïne de bonne qualité ou de moins bonne qualité. Ça devient, presque, bientôt on aura un Goemio de la cam. Hein. Alors, ce sont des produits. On pourra imaginer ça à un moment ou à un autre. Jean-Michel Verne, sans plaisanter, il doit y avoir des crus de pavot, des crus de cocaïne, puisque ça vient de endroits géographiques. Heureusement qu'on n'a pas des dégustations à l'aveugle avec quelqu'un qui vous donne la provenance et le millésime du stupéfiant en question. Mais ce que vous soulignez est effectivement très inquiétant. Ça veut dire que la consommation a explosé. Les moyens biologiques, alors moi effectivement sur le plan alimentaire, on s'intéresse au contenu des eaux usées parce que l'on voit toutes les toxines qui sont dans les produits agroalimentaires. Votre remarque est tout à fait pertinente. C'est une pollution. Et là, un jour des médecins m'avaient même dit, il y a dans les eaux usées des niveaux de produits contraceptifs d'œstrogènes qui pourraient expliquer certains phénomènes sociologiques comme le manque de spermatozoïdes. Et certains étaient même allés parler jusqu'à une évolution de l'homosexualité parce qu'on consommerait trop d'œstrogènes dans les eaux usées. On m'a ensuite démenti en disant non, ça tient pas la route. Par contre, qu'on voit des œstrogènes effectivement dans les eaux usées, ça fait partie des analyses biologiques. Là, ce que vous constatez aujourd'hui, c'est une très forte proportion de produits stupéfiants, dont la cocaïne et la kétamine. Pourquoi ces deux-là particulièrement? Il y en a peut-être d'autres. Ceux-là sont en grande proportion dans l'analyse en question. Alors la cocaïne, pour comprendre, vous savez, dans mon ouvrage, j'ai un informateur privilégié. J'ai un informateur privilégié qui est un ancien policier qui a travaillé beaucoup sur ces questions et qui explique que voici 15 ans, il a eu un contact avec l'un des plus grands trafiquants de drogue français au niveau international. Il était à la source, là. Il était à la source. Et donc ce trafiquant, il lui a dit ceci. Écoute, voilà ce qui va se passer. On sait que vous allez à un moment ou à un autre légaliser le cannabis. Alors ce qui va se passer, c'est qu'on va déverser sur vous des tonnes et des tonnes de cocaïne. Et on va faire baisser les prix. Et la consommation va augmenter de façon exponentielle. C'est exactement ce qui s'est passé. Terrifiant ce que vous annoncez là. Oui, parce que ça veut dire que c'est des gens qui ont toujours un temps d'avance. Ils prévoient. Sur nous. Ils prévoient. Ce sont des businessmen. Ce sont des gens qui ont une vision prospective des choses, qui ont compris que nos sociétés étaient de plus en plus dépressives et qu'elles avaient besoin, comme ça, de produits stupéfiants et de paradis artificiels. Des remontants, pour faire oublier la grille. Voilà, on dirait des remontants. Le côté grisâtre de l'existence, voilà. On voit très bien. Non, mais je pense qu'ils ont bien. Ils ont une vision ce sont des businessmen. Ce sont des businessmen et il faut développer des moyens de lutte considérables pour en venir à bout. Ces analyses témoignent du fait que la consommation s'est élargie en France notamment, et je suppose dans tout le monde développé. Toutes catégories sociales confondues, les territoires, est-ce qu'il y a une spécificité géographique? Est-ce qu'il y a des endroits, je suppose que c'est évidemment les zones plutôt urbaines, ou est-ce que vraiment aujourd'hui la profusion de consommation de stupéfiants concerne tout le territoire français? Alors, il est évident qu'aujourd'hui, avant, on était sur les zones urbaines, périurbaines surtout. Mais maintenant, à la campagne, on consomme de la drogue en quantité. Ça s'est diffusé sur tout le territoire. Et ça, c'est l'aspect sans doute le plus inquiétant de la consommation. Mais vous savez, moi, en 2014, donc ça fait 10 ans. 10 ans, j'ai passé 3 semaines à la brigade des stupéfiants de la PJ de Marseille, en immersion. C'est-à-dire, je suivais les enquêtes
je dirais au jour le jour. J'étais avec eux, je participais aux réunions. On allait planquer sur les plans de drogue et on était là, on avait des micros et des caméras et on regardait qui venait acheter de la cocaïne, notamment. Et là, force est de constater que toutes les couches de la population se présentaient. On avait le cadre, le vendeur de voitures, l'aide-soignante qui arrivait avec ses claquettes pour chercher sa cam, le chauffeur-livreur qui en avait besoin pour tenir le coup parce qu'il travaillait 14 heures par jour. Et voilà, donc on est dans, je vous dis, dans une configuration où la drogue est banalisée. Elle est banalisée, tout le monde en prend comme si on prenait un yaourt ou un comprimé de vitamine C. Voilà, pour aller un peu mieux, ou alors on le prend pour faire la fête. Il y a 1,1 million de personnes en France qui prennent de la cocaïne de façon régulière. Donc c'est devenu un produit de consommation courante. Alors, on ne le trouvera jamais sur les étals de la grande distribution, mais on peut envisager un jour qu'il y aura une façon de distribuer quand ça sera autorisé, si le pouvoir politique considère que c'est un remède au narcotrafic, à force de ne pas pouvoir arriver à éradiquer le narcotrafic. Une de vos remarques, Jean-Michel Verne, me fait penser à la formule opium du peuple. Quand vous avez dit aujourd'hui, c'est une solution à la détresse, au stress qu'il peut y avoir. Je comprends, la religion, c'est l'opium du peuple. Autrefois, quand on avait un stress ou une inquiétude qui allait voir les barbares ou les vikings, on se réfugiait dans des croyances, on allait à l'église, on priait Dieu, on faisait des processions. Enfin, on se réfugiait dans quelque chose de spirituel. Aujourd'hui, les vikings ont une autre forme, les barbares sont toujours là sous un autre aspect. Et si je comprends bien ce que vous nous expliquez, pour faire face à cette inquiétude, à cette crainte de l'avenir, à ce stress, à cette souffrance, à cette fracture sociale, on peut passer en revue toute l'année toutes les causes de nos souffrances. Vous dites aujourd'hui, eh bien, le stupéfiant, la drogue est un refuge, est un remède pour des gens qui n'avaient pas de prédisposition à se droguer, mais aujourd'hui, finalement, la solution. Alors, ça aurait pu être l'alcoolisme à un moment donné. On a connu cette époque avec le gros rouge, le pinard, l'alcoolisme. Aujourd'hui, fumer, le shit et la schnouf, et plus, c'est la solution de s'évader du monde un petit peu difficile dans lequel on vit. C'est ce qu'il faut comprendre. Oui, c'est ce qu'il faut comprendre. Par ailleurs, la cocaïne, ça a un côté booster. Ça vous donne de l'énergie, même si après vous en payez le prix. Et pour certaines personnes et certains métiers, souvenez-vous, les traders, par exemple. Parfois même certains avocats, les cabinets d'affaires, enfin les gens qui tournent à 10 000 tours minute aiment bien prendre de la cocaïne. Ça potentialise l'énergie. On dit même que certains responsables politiques, eux-mêmes soumis à un rythme de vie, à des pressions, à des tensions terribles, recourent, alors non pas par addiction, ils recourent, comme vous avez dit, à un cachet d'aspirine, ça va les booster, ça va permettre de faire face. C'est une pratique qui est en train de s'installer de façon assez, j'allais dire, régulière dans notre paysage de nos élites. Oui, et d'autant plus que, je vous dis, les prix sont en train de baisser, quoi. Un gramme de cocaïne à Marseille, c'est 50 € à peu près, 54 € le gramme. En 1989, en équivalent, c'est 230 €. Vous êtes en train de nous expliquer qu'il y a une low-costisation, enfin on est en voie de low-costisation des produits stupéfiants. Ils ont compris que, un peu comme les grands distributeurs, et je fais aucune comparaison, mais enfin le système économique est le même, en effondrant les prix, ça permet de multiplier la consommation. Et les profits. Après, il faut savoir que tout ce business, il coûte cher. Il coûte cher aux gens qui l'organisent parce qu'il faut payer ceux qui font le chouf, il faut payer les dealers, il faut payer ceux qui surveillent les dealers. Enfin, c'est toute une organisation. Et il faut qu'ils vendent de grandes quantités de drogue pour gagner beaucoup d'argent. C'est un peu vous savez, c'est effectivement le même principe que la grande distribution. Vous voulez dire qu'il faut amortir, il faut amortir l'investissement, c'est ça, avant de tirer un bénéfice. Et les profits peuvent être effectivement considérables. Pour vous donner une idée, récemment, il y a quelques mois, vous avez une opération, pas la dernière opération qui a été menée contre la DZ, une autre qui
ciblait un réseau de blanchiment à 70% qui était fourni par les cités des quartiers nord de Marseille. Les passeurs passaient la frontière. C'était des Syriens ou des passeurs maghrébins qui partaient avec leur petite voiture, avec des caches aménagées, qui se rendaient dans une fonderie à Milan. Et là, une vraie fonderie, hein. Et là, le cash était converti en lingots d'or, estampillé lingots d'or. Et ces lingots d'or partaient au Kosovo ou en Turquie. On estime qu'en 10 mois, cette filière a écoulé pour 30 millions d'euros. Voilà, ça vous donne une idée. Ce sont de gros chiffres d'affaires. Ce sont de gros chiffres d'affaires. Et donc, inversement, enfin, je veux dire, en background, vous allez comprendre ce qu'on peut faire de cet argent, c'est-à-dire corrompre, réinvestir dans de l'économie propre et corrompre des greffiers, des magistrats, des policiers, du personnel pénitentiaire, des politiques, voire des élus, voire des élus, bien sûr. Et tout ça nous amène à avoir une sorte de réflexion philosophique sur l'aspect, je dirais, de la vie de la cité. Bien sûr. La vie de la cité est menacée par le narcotrafic. C'est pour ça qu'on a fait la loi narcotrafic. C'est pour ça qu'on met en place de nouveaux dispositifs juridiques, les super-prisons. On va avoir un nouveau statut de repenti. Voilà, mais encore une fois, on a toujours un temps de retard. Là, on court derrière. C'est le défi, c'est l'un des grands défis de cette époque, et en tout cas de cette période, et un grand défi pour la République française en tout cas, et on sait que la classe politique commence à devenir inquiète d'avoir été peut-être pas assez efficace ou assez prévoyante au moment où pouvait encore juguler ce fléau. Merci Jean-Michel Verne d'avoir été sur Sud Radio, et ce que je dis, c'est que je pense qu'on sera appelé à vous reparler, parce que je pense que ce dossier va évoluer, et pas forcément dans le sens que l'on veut. Merci pour votre présence. Juste après nos perles, on va se demander si le porte-avions France Libre, comme l'a appelé Emmanuel Macron hier, ça coûte 10 milliards. Mais 10 milliards, c'est pour quoi faire? On va se poser la question avec l'amiral Richard Villemot-Roussel, ancien commandant du porte-avions Charles de Gaulle. Et bien sûr, vous pouvez lui poser toutes vos questions sur un seul numéro, le 0826 300 300. Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Les municipales, et avant le second tour, ça devient très explosif du côté d'Avignon, Perico. Oui, à Avignon, deux listes vont s'affronter. Une conduite dite à droite par Olivier Galzi, un autre ancien confrère qu'on se souvient de lui à la télévision, face au socialiste David Fournier. Et la polémique surgit parce que, contrairement à ce que les socialistes ont dit, il y a bien donc une fusion entre la liste socialiste et LFI, mais dans la liste LFI, il y a une ancienne suppléante et un collaborateur du député insoumis Raphaël Arnaud qui a été au milieu de la polémique, de la tragédie de Quentin Durand. Donc effectivement, l'équipe d'Olivier Galzi s'insurge et le ton évidemment est monté entre les deux listes. Il y a une très forte crispation et ils en sont pas venus aux mains mais presque, et c'est sûr que cette campagne va se finir là dans les quelques heures qui arrivent à se finir de façon très crispée. Donc oui, là aussi on est confronté à cette situation, le socialiste Olivier Galzi en face de lui, et puis des gens de la France Insoumise avec parmi la France Insoumise des gens qui ont suscité la polémique, et il y a un gros malaise. On va voir ce que ça donne. Espérons que l'élection se passera quand même dans un relatif apaisement, parce que on parlait tout à l'heure, je parlais du camp républicain. Le camp républicain, il est où là? Il est où le camp républicain? Il est du côté d'Olivier Galzi ou du côté de la liste socialiste et les filles? On peut se poser la question légitimement. Les électeurs d'Avignon, qui ne danseront pas sur le pont ce jour-là, eh bien répondront de façon démocratique dimanche 22 mars. Un second tour qui fait du buzz, c'est dans une commune de près de 3000 habitants du Grand Est, c'est tout simplement la commune d'Arcis-sur Aube, dont je rappelle qu'elle est la ville natale du grand Danton, du grand révolutionnaire Danton. Alors qu'est-ce qui s'y est passé, Albin? Le scrutin de dimanche, il va être surveillé un peu par tout le monde sur les réseaux sociaux, notamment à cause des noms des candidats. En fait, d'un côté, il y a Charles Hitler. Vous avez bien entendu, c'est un nom qui évoque forcément Adolf Hitler. Même écriture, seulement il y a un T en plus. Il y a deux T, du coup un T en plus pour le candidat à la mairie. De l'autre, Antoine Renaud Zielinski,
dont la sonorité fait penser à Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Une coïncidence totalement fortuite, mais qui attire l'attention bien au-delà de cette petite commune. Au premier tour, le maire sortant Hitler est arrivé en tête avec environ 38% devant Aniszka et Zelensky. Résultat, une triangulaire au second tour avec des enjeux pourtant très locaux. Les deux candidats qui sont concernés n'avaient pourtant pas perçu l'ironie de la situation avant que les internautes ne la soulignent en fait dimanche soir. Mais ils se réjouissent d'une part, si ça peut permettre aux gens de découvrir cette magnifique commune, et ben alors ils ont tous gagné. Oui, est-ce que Danton se serait douté qu'un jour dans sa commune, Hitler affronterait Zelensky? D'abord, Charles Hitler, il dit « J'assume de porter ce nom ». C'est un nom, bon bien sûr, c'est un des pires monstres de l'humanité. C'est sûr que c'est plus pratique de s'appeler Gandhi ou Garibaldi. Quand on a des références historiques, il s'appelle Hitler avec 2 T, il assume, et puis bon, écoutez, c'est tout à son honneur. Je suppose que ça doit être pas facile à porter. Et puis en face, monsieur Renaud Zelensky, alors c'est presque l'orthographe de Zelensky, parce que sa maman est polonaise, d'origine polonaise. Comme quoi, ça dit bien ce qu'est l'Ukraine. Hein. L'Ukraine, il y a une partie russophone, une autre polonophone, enfin lituanienne, et donc Zelensky, et ben voilà, on a un Zelensky contre un Hitler. Ça n'en reste pas moins un débat démocratique. Ce sont des citoyens français qui vont trancher. Je ne pense pas que les patronymes polluent le débat démocratique. Ce qui m'étonne, c'est qu'ils disent on s'en était pas rendu compte. Charles Hitler, il sait qu'il s'appelle Hitler puisqu'il raconte qu'il a vécu pendant des années des colibés, des blagues que l'on peut faire sur son patronyme. Je dis c'est toujours courageux de continuer à le porter. Et puis Zelensky, il s'appelle Renaud Zelensky, son nom de famille, mais il a voulu garder Zelensky. Faut quand même rappeler qu'il y a une dernière personne en lice, c'est une triangulaire, Aniszka. Voilà, parce que tous les médias parlent du duel Hitler-Zelensky, voilà, n'oublions pas Madame Souka. Exactement. Voilà, je ne sais pas quelle tendance elle représente. Sans étiquette. Sans étiquette, Madame Souka. Bon, on verra est-ce que l'on fait cas d'Arcis-sur-Aube le 22 mars, on verra bien qui des trois candidats l'emporte. Une guerre du shopping pas cher entre Primark et Shein. Voilà, vous avez vu, Shein finalement pourra continuer à exercer ses activités. Le tribunal en a décidé ainsi. Donc curieux quand même par rapport, au libre-échange, aux lois de la concurrence loyale et non faussée, que l'on puisse continuer à accepter Shein. Et Primark, qui est un produit de low cost irlandais, alors celui-là est européen, a décidé de rentrer en guerre en disant puisque Shein se croit tout permis dans des dingueries, il parle de dinguerie de Shein, eh bien Primark a dit moi aussi, on va inonder le marché français, européen, donc c'est une société irlandaise, on va écraser nos prix, on va s'étendre, et surtout ils avaient décidé de ne jamais aller sur le commerce en ligne, ils ont décidé de passer par le commerce en ligne. Alors, le choix est-ce que dans le low cost et dans ces produits qui sont souvent bas de gamme, qui font une concurrence terrible à nos produits français, qui sont en partie à l'origine de notre désindustrialisation et qui sont un fléau économique, est-ce que malgré tout on a le réflexe européen, si vous voulez acheter des produits un peu dégueulasses, vous n'êtes pas obligé d'aller chez les Chinois qui nous envahissent de façon légale. Vous pouvez aussi, vous avez l'option irlandaise. On sait que l'Irlande est un paradis fiscal qui n'est pas très regardante par rapport aux valeurs européennes de concurrence loyale et déloyale. On a le choix maintenant entre la Chine et l'Irlande, entre Chine et Primark. On verra bien s'il y a une extension, une explosion. On sait que d'un côté il y a les stupéfiants qui marchent très bien, et maintenant c'est les produits dégueulasses vendus à des prix défiant toute concurrence parce qu'ils sont infâmes, qui sont en train de polluer aussi notre marché. Aux consommateurs de faire le choix. Une simple vidéo de dégustation qui tourne au buzz sur les réseaux sociaux. Dites-moi plus, ça m'intéresse beaucoup. Albin, attention à ce que vous allez dire. C'est Yann, un créateur de contenu qui s'en est pris au phénomène Testicroussi. Je suppose que vous savez un peu ce que c'est. Ouais. Mais finalement, en fait, les internautes l'ont vivement critiqué. Dans sa vidéo, l'influenceur connu sur TikTok et Instagram juge le plat dégueulasse, allant jusqu'à simuler des bruits de vomissement. C'est dégueulasse. Oh là là, quelle horreur. C'est infect. Mais comment on peut manger ça ?
Un ton qui ne passe pas du tout auprès des internautes, qui dénonce un mépris de classe envers un plat populaire, simple et accessible, vendu moins de 11 €. Le Testi Crousti, c'est un mélange de riz, poulet et de 2 sauces qui est devenu une vraie tendance, surtout chez les jeunes. Face à la polémique, la marque a choisi l'humour. Elle a répondu avec une vidéo détournée en proposant une version gastronomique du plat à 38 €. Alors, la vidéo de l'influenceur, je ne sais pas si elle est abusive ou c'est d'information. C'est tout, c'est de l'information. Il a fait son boulot d'influenceur. Il a goûté. Il a goûté, il a influencé, il a le droit de dire ce qu'il veut. Il est pas insultant. C'est pas moi qui vais confirmer cette cuisine-là. Et je ne dis pas que dans l'univers des fast-food, il n'y a pas des choses qui sont très correctes. Et moi, j'adore le hamburger. Le vrai, bien entendu, pas celui des grandes marques américaines. C'est sûr que ce sont des plats, vu qu'il y a un effondrement des capacités sensorielles du consommateur et qu'on fait plus la différence entre la mouise et la fiente, c'est sûr que voilà, il y a des plats qui semblent bien puisqu'on a les palais des enfants sont formatés au sucre. Voilà, donc bravo à cet influenceur. C'est gras, mais moi j'ai déjà testé le Testi Crousti, Perico. Oui. Bon, c'est du riz, c'est du poulet, c'est des sauces. Moi j'ai bien aimé. Non mais j'adore le riz, j'adore le poulet. Voilà. Et puis ensuite, faut voir ce qu'on fait ensemble. Hein. C'est pas parce qu'on est tous au même endroit au même moment. C'est les goûts et les couleurs. Certains vont aimer, d'autres vont ne pas aimer. Ouais. Non mais je sais qu'il y a des auditeurs de Sud Radio qui consomment qui vont au fast-food et j'ai du respect pour eux. Je leur dis si c'est pas bon, n'hésitez pas à le dire. Et puis si vous préférez vous faire une omelette aux champignons ou une soupe aux poireaux qui est moins chère, qui est beaucoup moins chère que le fast-food, eh bien n'hésitez pas. Voilà, allez, on y reviendra. Dans un instant, on va se poser la question si le porte-avions France Libre, comme l'a annoncé Emmanuel Macron, il va valoir 10 milliards d'euros. Mais c'est pourquoi faire? Pourquoi tout cet argent dépensé? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? On va en parler tout de suite avec l'amiral Richard Villemot-Roussel, ancien commandant du porte-avions Charles de Gaulle. On a intérêt à se tenir à carreau. Oui. C'est un amiral quand même. On va évoquer le nouveau porte-avions qui sera mis en place à partir de 2038. On connaît maintenant son nom depuis hier, qui a été annoncé par Emmanuel Macron. Il s'appellera le France Libre et nous sommes avec l'amiral Richard Villemot-Roussel, ancien commandant du porte-avions Charles de Gaulle. Bonjour amiral. Oui, bonjour à vous. Mes respects, amiral, merci d'être sur Sud Radio. Je sais que vous n'êtes pas sur les flots bleus, mais sur les hauteurs alpines. Merci d'avoir pris du temps pendant ce séjour alpin pour nous échanger avec nous sur cette information. Donc le grand porte-avions, le prochain porte-avions français ne portera pas le nom d'une personnalité historique. On avait entendu l'idée que ça puisse être François Mitterrand ou Simone Veil ou Jacques Chirac. Il s'appellera la France Libre par rapport à cette période de l'histoire si glorieuse portée par le général de Gaulle. Personnellement, qu'est-ce que vous en pensez du mot France Libre? C'est un nom qui peut convenir à un porte-avions? Oui, bien évidemment, parce que derrière ce nom, il y a tout un symbole tout à fait extraordinaire de la France qui a relevé la tête. Alors, on a été interrompu avec l'amiral Villemot. Oui, on part donc du lancement du France Libre. Le France Libre sera lancé en 2038. Voilà. Il coûtera 10 milliards d'euros à la production et il sera mis en place du coup 2038. On va dire lancé. On va utiliser le bon terme, mise en place parce que c'est là. Donc il est créé par le Naval Group de Cherbourg. Alors le projet est ancien, ça a été validé le 25 septembre 2025. Il y aura une première revue en 2028 pour le valider. Ça sera un super porte-avions plein de nouveautés, plein d'armements, j'allais dire dernier cri. Amiral, vous êtes revenu? On vous a retrouvé? Oui, absolument, oui. Je suis là. Alors, la question, et on parlait du nom de la France Libre, bien sûr. Je rappelle que de grands vaisseaux de l'histoire de France ne portaient pas forcément le nom d'une personnalité. Je pense aux Vengeurs, je pense aux Terribles, aux Redoutables. Voilà, donc là, c'est la France Libre, c'est une période de l'histoire de France. La première question que je vais vous poser, Amiral, vous avez commandé le Charles de Gaulle. Le Charles de Gaulle était déjà, à l'époque de sa sortie, un porte-avions dernier cri, avec plein de performances d'armement. Oui, tout à fait. Par rapport aux Foch et Clémenceau, qui sont ses prédécesseurs, on a monté une marche très importante.
il était un petit peu plus lourd, hein, puisqu'on passait des 30 000 à 40 000 tonnes, donc déjà ça c'est 25% en plus. Et puis surtout on le préparait pour accueillir le Rafale, qui est un avion, puisqu'aujourd'hui il est à bord de ce porte-avions qui doublait quasiment les capacités du Super Étendard, qui était l'avion de base des Foch et Clemenceau. Donc avec le Charles de Gaulle, déjà on avait monté une marche extraordinaire, et souvenez-vous, on est passé de la propulsion classique à la propulsion nucléaire, qui pour le porte-avions est important, puisque on parcourt le monde, partout où les crises se développent et où la France veut être présente. Eh bien, il faut être capable d'aller au bout du monde, et la propulsion nucléaire vous apporte cette souplesse de ne pas être obligé de ravitailler, et donc de pouvoir rapidement se rendre dans les zones où on veut le faire intervenir. Amiral, le Charles de Gaulle avait été lancé combien de temps après sa programmation? Alors, le Charles de Gaulle, la première soudure, si je puis dire, a eu lieu en 87. En 87, donc c'était à Brest, puisque ce bateau a été construit dans l'ancien bassin où avait eu la construction du Clemenceau. C'est d'ailleurs ça qui a limité, si vous voulez, ses dimensions, puisque le bassin dans lequel se trouvait Clemenceau était un bassin pour des bateaux de 250 mètres, c'est le cas du Charles de Gaulle, et donc c'est 87, la première soudure. Et là, à Cherbourg, avec le Naval Group, il y a évidemment des capacités de construction qui sont démultipliées. Alors, c'est pas à Cherbourg, hein. Vous savez que le nouveau porte-avions est construit à Saint-Nazaire. Au chantier de l'Atlantique, voilà, c'est ça. Voilà, c'est tout à fait nouveau, et ça nous permet donc d'avoir accès à des bassins beaucoup plus importants, puisque vous savez qu'il y a des navires de grande dimension qui sortent bien sûr de Saint-Nazaire, et c'est pour ça que le porte-avions, le nouveau porte-avions pourra avoir une longueur de plus de 300 mètres, et là on arrive également dans des porte-avions qui sont proches de celui des États-Unis. Nous avons un auditeur qui souhaite intervenir, qui est Hervé d'Antony. Bonjour Hervé. Bonjour. Est-ce que le porte-avions, la France libre, vous inspire beaucoup de confiance? Est-ce que vous pensez que la France va pouvoir enfin peser sur la politique internationale quand elle disposera de ce... Oui, moi, le porte-avions me donne confiance. Pour peser sur la politique internationale, j'en suis beaucoup moins sûr. Voilà. Bon, mais ça, c'est le but de ce porte-avions. Vous avez été marin vous-même ou pas du tout? Ah, pas du tout. Non. Moi, j'ai rien à voir avec la marine, et j'ai fait l'armée, mais bon, j'ai rien à voir avec la marine, hein, voilà. Donc, si vous voulez, non, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, ce n'est qu'un porte-avions parmi ils en ont 14, 15 les Américains. Donc, on a des capacités d'intervention quand même importantes, mais moindres que les grands pays, bien évidemment. Bien sûr. D'ailleurs, je vais demander à l'amiral Villemot-Roussel. Amiral, est-ce que le Charles de Gaulle restera en activité à la sortie du France Libre en 2038, ou il sera obsolète? Non. On sera obligé de l'arrêter parce que, comme vous le savez, c'est une propulsion donc nucléaire, et on a des dates extrêmement précises pour l'arrêt de ces réacteurs, pour le contrôle des réacteurs, et compte tenu de l'usure de ce réacteur qu'on a mis en route dans les années 90, eh bien la fin d'exploitation de ce bateau est prévue en 2038, au moment où le nouveau porte-avions sera mis au service actif. Donc il n'y aura qu'un seul porte-avions opérationnel, comme c'est le cas aujourd'hui. Vous vous souvenez qu'à un moment donné, nous en avions 3. Nous avions bien sûr le Foch et le Clemenceau, et le vieil Arromanches qui était le 3e porte-avions. Donc la France n'aura plus jamais une multiplication de porte-avions. Ça sera peut-être un deuxième éventuellement, si une fois que le France Libre sera lancé, on pourra en programmer un deuxième, ou c'est pas pour tout de suite? Écoutez, moi je ne suis pas homme politique, donc... Oui. Non, mais est-ce qu'à votre avis, il faudrait un deuxième porte-avions, ne serait-ce que s'il tombe en panne? Est-ce qu'il faut quand même avoir une roue de secours, si je peux m'exprimer ainsi? Mais vous avez raison, et moi j'ai servi un président de la République qui s'appelle Jacques Chirac, et qui expliquait que les porte-avions c'était comme les gendarmes, ça devait marcher par deux. Malheureusement, le politique n'a pas tenu sa promesse. Il faisait 8 mètres de diamètre, je ne sais pas si c'est vrai. Oui, amiral, 8 mètres de diamètre, vous le confirmez, la dimension de l'hélice? C'est en fait 6 mètres, c'est 6 mètres de diamètre, donc vous n'êtes pas loin. Donc il y en avait deux.
Et effectivement, nous avons 2 hélices, oui, tout à fait. Voilà. Oui, donc à l'époque, je me souviens, ça avait vraiment tardé, la mise en route, tout ça. Et simplement parce que la CGT, excusez-moi, c'était la guerre froide, et moi j'étais jeune, hein, retardait, et il y avait toujours des fissures dans les hélices, il fallait sans arrêt machiner et tout. Voilà, je me souviens de ça. Alors c'était une polémique, bien sûr, c'était plus ou moins étouffé, mais je l'avais lu dans le Figaro. Voilà mon idée. Donc est-ce que ça risque d'être retardé encore? Non, mais je crois qu'aujourd'hui les choses ont été rectifiées, amiral. Hein, je crois que crois qu'aujourd'hui les structures de production, c'est pour ça que je faisais allusion à Naval Group. C'est quand même là qu'il a été conçu. Je pense que les failles techniques seront résolues. Oui, tout à fait. Alors pour les hélices de Charles de Gaulle, je vais vous expliquer très rapidement ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, il n'y avait aucune fonderie en France capable de faire les hélices du Charles de Gaulle. Donc le politique ne voulait pas que ces hélices soient fabriquées à l'étranger. On aurait pu les commander aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Russie, mais le politique le souhaitait pas. Donc on a dû faire appel à une petite société française qui avait dit, écoutez, moi je suis pas capable de vous les garantir. Yes. Et donc c'est l'État français qui a dit, écoutez, vous inquiétez pas, on fonde les hélices et puis c'est nous qui prendrons la responsabilité de la garantie. Et effectivement, il y a eu un problème au moment où on a fondu les hélices. Et malheureusement, ce problème, eh bien, il a créé une rupture d'un tiers d'une des pales, parce que effectivement, cette petite société n'avait pas la technologie disponible pour faire des hélices aussi importantes. Amiral, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est dans 12 ans, en 2038, et j'espère que vous aurez l'occasion de grimper à bord, que vous y serez reçu. Peut-être pourriez-vous en être le parrain, d'ailleurs, ou en tout cas être reçu à bord. Vous verrez cette technologie. Plus sérieusement, est-ce que la France a besoin d'un argument de cette puissance comme un porte-avions? Est-ce que, la question que je vous pose, est-ce que dans 12 ans, je ne parle pas d'obsolescence, mais est-ce que la technologie militaire, est-ce que la précision des armements et l'évolution de la technologie militaire fera qu'il y a un petit risque qu'en 2038, le France 2 ne soit pas tout à fait, le France Libre. Oui, c'est la défaut du journaliste, je cite des médias, que le France Libre ne soit pas tout à fait dans les performances que l'époque exigera. Est-ce qu'il peut y avoir ce risque? Alors écoutez, il est évident que quand tout ce qui touche à la coque et à la propulsion, on ne pourra pas modifier au cours de la vie de ce bateau ces éléments, parce que c'est vraiment des éléments complètement internes. En revanche, pour le système de combat, comme vous le savez, là on fait appel à de l'électronique, j'allais dire moderne, et c'est ce qu'on a fait sur le Charles de Gaulle déjà. On a déjà modifié, en gros, tous les 5-6 ans, on a modifié le système de combat du Charles de Gaulle pour qu'il soit effectivement toujours up-to-date. Et on fera la même chose sur le nouveau porte-avions. Tout ce qui touche l'électronique, etc., tout ça, ça peut évoluer sans difficulté. Mais c'est vrai que la plateforme restera ce qu'elle est, et avec ses dimensions, on pourra accueillir des avions plus lourds, et qui seront peut-être des avions post 2040-2050. Donc ça pourra être une source de fierté pour la France et pour l'avenir. Merci, mi respect, amiral, et je vous souhaite, je ne vous dis pas bon vent comme on dit aux marins, je vous souhaite bonne glisse et un bon séjour dans les Alpes. Merci de nous avoir répondu sur Sud Radio sur cette question précise qui est celle du France Libre. Eh bien, merci beaucoup à vous aussi et bon courage pour tout. Dans un instant, le face-à-face. La liberté d'expression est-elle en danger? On va se poser beaucoup de questions avec Georges Fenech, ancien magistrat, auteur de Ne dites pas à ma mère que je suis chroniqueur sur CNews. Elle me croit toujours, juge à Hasbrook aux éditions Fayard. On le reçoit tout de suite et vous pouvez toujours poser vos questions au 0826 300 300. 11h04 et je reçois une personnalité française que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est devenu un polémiste après avoir eu d'autres fonctions dans sa vie. Bienvenue sur Sud Radio, Georges Fenech, je cite votre nom. Alors je rappelle votre glorieux parcours. Vous avez d'abord été magistrat, d'abord au parquet de Vienne, puis à Pointe-à-Pitre, voilà. Ensuite vous êtes passé au juge d'instruction à Lyon, puis vous avez été procureur adjoint au tribunal de Bourg-en-Bresse, et puis substitut général à la cour d'appel de Lyon. Donc vous avez un parcours de magistrat parfait. Vous fréquentez pas avec le siège, vous faites parquet instruction. Voilà, vous n'avez pas jugé en votre âme et conscience, mais vous avez exercé des fonctions. Et l'instruction, c'est le siège, bien sûr. Voilà, même avec cette capacité quand même d'envoyer les gens
en prison. Oh, pas tant que ça. Et vous avez, bon, pour citer, vous avez décidé d'un non-lieu dans l'affaire du juge. C'est pas une décision, ça s'imposait à moi. Ça s'imposait à vous. Voilà, je me souviens. Après ce parcours de le magistrat, juge, il faut le dire, François Renaud, premier juge d'instruction lyonnais, premier magistrat en France assassiné sous les balles de tueurs. Bien sûr. Très probablement, mais j'ai pu le prouver par le milieu, comme on dit. Vous savez, le fameux gang des Lyonnais. Et c'est un échec cuisant pour la justice. Oui. Même teneur que le juge Michel à Marseille ou non? Le juge Michel, c'était les trafics de drogue. Ah oui, voilà. On a identifié les auteurs tueurs à moto. Le juge lui-même était sur une moto à Marseille. Mais le juge Renaud, malheureusement, on ne pourra jamais lui rendre justice, quoi. Comme quoi, un juge d'instruction prend des risques dans la vie. Oui, c'est une fonction exposée. Voilà. Effectivement, très difficile, sur laquelle j'ai une réflexion aujourd'hui très personnelle. Et en Italie, le juge Falcone en particulier, lui aussi a payé de sa vie, le courage et la détermination. Et d'autres aussi qui ont été assassinés par la mafia. Alors, vous n'avez pas que cette étiquette de magistrat. D'abord, et on va en parler, vous avez une enfance, vous êtes un déraciné, vous êtes un jeune enfant de la Tunisie, de la belle époque, à Sousse, hein, comme... la ville des présidents. Absolument, Bourguiba, Sousse, ville des présidents. Oui. Mon amie écrivaine, l'épouse de Bernard Murat, qui est écrivain aussi et des Sousses, et on sent que je peux parler de diaspora tunisienne, il y avait aussi la Boule Rouge, qui est un restaurant fameux, qui a fermé. Je sais plus où aller manger un couscous tunisien. Nous sommes bien d'accord. Le déracinement de la diaspora tunisienne est aussi douloureux, bien sûr. Il y a celui d'Algérie avec. Il y a aussi des Marocains qui regrettent, mais les Tunisiens, que ce soit Philippe Séguin ou Bertrand Delanoë, vous disent ça a été un déchirement terrible parce que c'était un coin de paradis. Il n'y a pas eu de guerre civile. Je dirais pas. J'ai bien connu, bien sûr, Philippe Séguin. Nous sommes allés en Tunisie ensemble, d'ailleurs. Ça a été, si vous voulez, ça a été un arrachement à notre terre natale. Nous avons tout laissé. Moi, je suis parti. Mon père est venu me chercher à l'école. J'avais 8 ans. Vous racontez la scène. Il vous prend par la main. Vous allez sur le bastingage. Il me dit d'abord embrasse ta maîtresse. Oui. Donc tu lui dis adieu. Le taxi, Sousse, Tunis, la Goulette, le bateau, Marseille. Et vous êtes sur le bastingage et vous regardez la Tunisie qui disparaît sous vos yeux. Parce que j'ai eu conscience, malgré mon très jeune âge, qu'il se passait quelque chose de très important. Et j'ai voulu fixer dans ma mémoire, pour le reste de ma vie, ce moment où j'ai cru que c'était le port qui s'éloignait. Vous savez, quand vous êtes sur un gros paquebot, vous vous rendez pas compte. Et en fait, c'est comme quand vous croisez 2 trains à l'arrêt. Vous savez, vous croyez que c'est vous qui bougez. En fait, c'était... Tout à fait. Et là, j'ai dit, tiens, il y a le port qui se retire. J'étais très jeune, hein, et en fait, nous quittions la Goulette et nous sommes arrivés à Marseille en février 63. L'hiver le plus froid du siècle. Oui, on oublie. Moi qui n'avais jamais vu la neige, je connaissais pas le froid piquant. 56 et 63. Voilà. Les deux donc hivers on les est plus arrivé froids du avec siècle, du 20e 2 siècle. valises, quoi. Mes parents qui étaient des oléiculteurs, qui avaient de belles exploitations d'huile d'olive notamment, on s'est retrouvés sans rien. Il a fallu, on a laissé derrière nous, faut bien s'imaginer ça, nos tombes, nos ancêtres, nos autres membres de la famille, des amis, les écoles, enfin les maisons, tout derrière nous, du jour au lendemain, en quelques heures. Vous voyez, on parle toujours pratiquement de l'Algérie, mais au Maroc et en Tunisie, vous avez eu des morts. D'abord, il y a eu des combats faut pas l'oublier. Et puis, il y a eu ce déracinement et cette difficulté aussi que nous avons eu à nous réinstaller, parce que quand même, à l'époque, vous savez, on disait les pieds noirs, on nous aimait pas trop, hein. On arrivait avec notre culture, notre accent. Bien sûr. Hein, vous voyez, donc ça a été difficile, et puis on s'est reconstruit, Vous avez fait un beau parcours d'enfant de la République, par la méritocratie. C'est l'école qui m'a sauvé, et l'éducation de mes parents. À l'époque où l'école Georges Fenech était un tremplin et permettait par la méritocratie de gravir les échelons de la société par le courage. Une école qui aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était autrefois. On va en parler évidemment, bien sûr. Origine des Fenech, d'où viennent-ils, la famille Fenech? De l'île de Malte. De l'île de Malte. Eh oui, de l'île de Malte. Ça s'est perdu pendant les croisades. Ils ont fait souche pendant les croisades. Et il y a toute une histoire familiale. On est remonté jusqu'au XVe siècle. Et j'y suis retourné il y a 2 mois, le lendemain de mon mariage, parce que je me suis marié le 31 janvier. Et nous sommes partis avec mon épouse à La Valette, sur la trace des chevaliers de Malte, n'est-ce pas? De symboles. Que de symboles. C'était magnifique. Et donc, notre famille a quitté Malte à la fin du 19e.
deuxième moitié du 19e, et s'est installé en Tunisie, où donc mon grand-père y est né, mon père et moi-même. Voilà, donc l'arrivée du nouveau régime avec le combattant suprême, le président Bourguiba, qui était pourtant un homme estimable. Mais c'était un visionnaire. Un visionnaire. Il avait compris une chose, c'est qu'un pays ne peut pas se construire avec la moitié de sa population, et qu'il fallait donner l'égalité aux femmes. Les femmes voilées, ça n'existait pas sous Bourguiba, pratiquement pas, quoi. C'est une leçon. Voilà. Et qui a été d'ailleurs une tradition bourguibienne qui a été ensuite appliquée par notamment Ben Ali. Oui, on l'a dit beaucoup. Au début du mandat de Ben Ali. Même pendant tout le mandat de Ben Ali, les femmes avaient le droit de citer. Il n'y avait pas de soumission islamiste ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, malheureusement, c'est différent. La laïcité est une réalité dans certains pays musulmans, à commencer par Atatürk en Turquie qui l'avait imposé. Et donc, on a eu quelques instants de gloire de ce côté-là, et donc d'où la régression. On peut même citer, comment il s'appelait, le président égyptien, là, Anwar el-Sadat. Nasser, n'est-ce pas, qui disait, mais moi, j'obligerai jamais ma fille à porter un voile. Bien sûr, Nasser. Hein, et les Iraniens, Mossadegh, voilà, et le Shah lui-même avait dit, pas de voile chez moi. Ça mériterait un débat, peut-être qu'on en reparlera. Donc, départ de la Tunisie, carrière de magistrat dans la région lyonnaise. Vous êtes un Lyonnais d'enracinement et de cœur, qui est un territoire qui m'est cher pour la Bresse et pour les bouchons, bien entendu. Et un jour, vous considérez que, au terme de cette mission de magistrat, qui pour vous, on sent que c'est de la magistrature, est une mission républicaine et citoyenne, dans laquelle vous exercez cet métier judiciaire, mais vous appliquez vos valeurs, vous dites, je dois passer le Rubicon et passer à l'engagement qu'on dit, l'engagement public, l'engagement politique, et vous présentez, à la candidature aux législatives, à Givors, justement. Oui. Et là, surprise, les hauts bureaux locaux de l'UMP considèrent que, Fenech, il a rien à foutre ici, et qu'il a se présenter ailleurs. Et l'affaire remonte jusqu'à Dominique de Villepin, qui en parle au président de la République, Jacques Chirac, qui dit, mais ces gens-là nous emmerdent, on investit Georges Fenech et vous devenez le candidat officiel de l'UMP et vous emportez l'élection dans une circonscription de gauche. Racontez-moi, parce que pour un proc ou un juge d'instruction, c'est pas évident de passer à la députation de l'ancien RPR, du parti gaulliste. Oui, c'est vrai, je suis rentré en politique par effraction. On voulait pas d'un juge en politique, mais qu'est-ce qu'il vient faire? En plus, il a un bon poste, il est magistrat. Vous savez, c'est des chasses gardées. Il y aura quelques cas après, Marceau, enfin vous les connaissez. On n'est pas nombreux. Pas nombreux. Jean-Louis Debré, oui. On n'est pas nombreux. Et donc je décide, pourquoi je décide de franchir le Rubicon, comme vous dites? Parce que j'ai tout tenté de l'intérieur de la magistrature, notamment en présidant un syndicat qui s'est inscrit contre cette idéologie pernicieuse du syndicat de magistrature, qui s'est emparé de l'institution après l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand et Robert Badinter. On reviendra sur les murs des comptes tout à l'heure parce que vous en dites des choses très, très courageuses. Alors, donc, si vous voulez, j'ai tout tenté et j'ai pris des coups très durs, je raconte d'ailleurs, même les poursuites dont j'ai fait l'objet à la demande de Madame Guigou à l'époque, et j'y arrivais pas. Je me suis dit, mais comment faire pour faire bouger cette institution, sinon d'avoir cette légitimité du suffrage universel et de pouvoir porter la parole plus haut. C'est ce que j'ai fait, voilà. Alors effectivement, je suis rentré en politique un peu par effraction parce qu'on n'en voulait pas, parce que tout était écrit pour quelqu'un d'autre dans cette circonscription. Et puis j'ai fait ma campagne, et puis j'ai eu l'investiture de Jacques Chirac lui-même, et à la demande de Monsieur de Villepin à l'époque, c'est vrai. Et puis je l'ai emporté dans une terre de mission, comme on dit, parce que communiste depuis 65 ans, Givors. Campagne de terrain, du coup. Une campagne, vous ne pouvez pas imaginer. J'avais mon camping-car, je sillonnais toutes ces 42 communes de Condrieu, Soussion, Jarret, puis c'est une belle région. Très bel territoire. Condrieu, ça vous dit quelque chose. La vallée du Rhône. Il y a de la Côte-Rôtie et du Vionnier. Et du Vionnier, la Côte-Rôtie, Marcel Guiguin, c'est une très belle région. Patrimoine. Voilà. Et voilà, j'ai été élu en 2002, je me suis retrouvé donc à la commission des lois, et j'ai enfin pu travailler ces textes pour les réformes de la justice avec Nicolas Sarkozy, notamment avec Dominique Perbel, bien sûr. Et donc j'ai pu peut-être à mon modeste niveau faire un peu avancer les choses, mais on n'a pas été jusqu'au bout des réformes. Moi, je suis de ceux qui disent la droite a été élue pour faire un programme que malheureusement
elle n'a pas pu accomplir pleinement, quoi. Sujet tout à fait d'actualité. Je reçois Georges Fenech, auteur. Et alors il a emprunté son titre à Séguéla. Je vais vous demander un décryptage de ce titre extraordinaire. Ne dites pas à ma mère que je suis chroniqueur sur CNews. Elle me croit toujours juge à Hasbrook. Surtout qu'il n'a jamais été juge à Hasbrook. Non. Enfin, c'était une formule. Hasbrook est toujours pris en référence comme une situation assez originale. Chez Fayard, vous restez avec nous. Vous nous appelez au 0826 300 300. Alors, je vous dis tout de suite, Georges Fenech répondra à toutes vos questions, même si c'est une recette de couscous, il vous la donnera. Non, mais plus sérieusement, c'est un homme qui a connu des situations différentes, qui connaît bien le monde politique français, qui connaît bien les travers de cet univers, et on pourra discuter à bâton rompu des questions. CNews, c'est une radio. On va discuter d'ailleurs. Qu'est-ce que CNews ? Et si vous avez une opinion à donner sur la vie politique française actuelle, sur la justice, sur la presse, sur les médias, est-ce qu'on est vraiment libre de tout dire aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut penser librement sans contrainte, ou est-ce qu'il y a une police de la pensée, comme le dit Yvan Rioufol, qui est un copain de Georges? Eh bien, vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galasso nous transmettra votre appel. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 13h19, je reçois Georges Fenech, qui a été magistrat député et aujourd'hui qui est, qu'est-ce qu'on peut dire, polémiste, libre penseur sur CNews. Le titre, c'est « Ne dites pas à ma mère que je suis chroniqueur sur CNews, elle me croit toujours juge à Hasbrook chez Fayard ». Vous avez plagié amicalement ce titre à celui de Jacques Séguéla. Ne dites pas à ma mère que je suis dans la publicité, elle me croit pianiste dans un bordel. Bon, CNews n'est pas un bordel, on est d'accord, donc vous n'êtes pas pianiste. Oui. Pourquoi cette forme de métaphore par rapport à... Oui, mais écoutez, c'est un titre qui m'est venu... C'est un clin d'œil. J'ai effectivement plagié notre ami exceptionnel publicitaire, homme vraiment de toutes les qualités, visionnaire, qui est Jacques Séguéla. Je l'ai appelé, bien sûr, pour le prévenir de ce plagiat sans retenue. Il en a été flatté, je suis sûr. Il m'a dit, Georges, ce titre t'appartient. Voilà, donc c'est dire, il faut raser les murs aujourd'hui pour, quand on est sur CNews, on saurait cette chaîne d'extrême droite, cette chaîne où le débat n'est pas possible, où le pluralisme n'existe pas, où on impose un discours, etc. Et c'est ce qu'on peut entendre dans certaines bouches. Et en réalité, c'est tout le contraire. Et vous savez très bien, vous connaissez très bien la chaîne. Je veux dire, j'ai voulu dire par cette formule empruntée à Séguéla que moi, je ne rase pas les murs, que CNews, j'ai vécu cette épopée depuis maintenant 2017, ça fait 8 ans que j'y suis. C'était le passage entre iTélé avec tous les remous qu'il y avait eu à l'époque. On s'en souvient. Et CNews, et on était à 0.6, Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est la première chaîne d'info, même si en ce moment il y a un petit faux plat. Mais c'est une épopée dans un paysage audiovisuel où il y avait un monopole du récit. Et tout d'un coup, il y a un éléphant qui arrive dans un jeu de quilles ou dans un magasin de porcelaine et qui s'empare de cette liberté nouvelle pour dire il y a aussi d'autres discours, d'autres récits que le récit dominant qu'on nous impose finalement. Voilà, et ça a perturbé l'establishment médiatique, comme on peut dire. Et donc aujourd'hui, on entend quoi ? On entend une présidente du service, moi je vous dis, je parle cash, Delphine Ernotte, qui dit qu'on est d'extrême droite. On voit des commissions d'enquête parlementaires qui sont des tribunaux inquisitoriaux, des soviets suprêmes, épouvantables contre nous. On voit bien l'Arcom qui nous a dans le viseur. Qui a démenti. L'Arcom a démenti, il n'y avait pas d'entorse à la pluralité sur CNews. Oui, l'Arcom a démenti, mais l'Arcom nous surveille de près, les amendes tombent avec grande facilité. On l'a retiré à C8, qui est du même groupe, la fréquence, qui pour moi est un scandale, véritablement en termes de liberté d'expression et liberté tout court. Et donc, on est aussi dans le collimateur, j'ose le dire, de certaines décisions du Conseil d'État. Donc, on voit bien qu'il y a une volonté de faire taire une voix dissonante. Et moi, c'est sans peut-être pas mon dernier combat, mais après avoir combattu un certain nombre, mené un certain nombre de combats comme celui contre les sectes ou le terrorisme, etc., je trouve que c'est vraiment le combat le plus important qui soit, cette liberté d'informer, cette liberté d'expression
que je trouve ici à CNews, cet espace de liberté. Souffrez, cher Georges Fenech, que je vous interpelle en disant que vous n'avez pas le monopole du cœur, oui. Vous n'avez pas le monopole de la radio libre. Sud Radio l'est pleinement. Notre thème, c'est de Parlons Vrai. Peut-être avons-nous même une petite antériorité. J'y étais pas à l'époque. Vous voyez, moi, je suis passé par CNews, je suis passé par BFM TV, je suis passé par RMC et LCI. Donc, je connais tous ces médias. Et c'est vrai que Sud Radio a, sur cette même éthique et sur cette même préoccupation de la liberté d'expression, parce qu'on en est là, on en est à la liberté d'expression. Chacun peut venir s'exprimer. Nous recevons tout le monde et nous sommes ravis d'entendre, nous sommes ravis d'entendre des opinions divergentes. Nous sommes voltairiens. Nous ne sommes pas toujours d'accord avec vous, mais nous donnerions votre vie pour que vous puissiez continuer à vous exprimer. Je suis d'accord. Je suis sur une chaîne de radio libre d'expression. Mais vous n'êtes pas une télévision. Moi, je parle d'une télévision. C'était une première avec la TNT d'avoir un réseau. Je reconnais la nuance. Quand même important dans un paysage qui était vraiment sous un monopole. Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet. On a convenu qu'on se disait tout, hein, Georges. On se dit tout. Alors, CNews, moi que j'ai connu relativement plus raisonnable peut-être aux yeux, j'allais dire, de l'intelligentsia générale, de l'intelligence gauche, il y a à un moment donné un positionnement très clair, courageux à l'arrivée de Vincent Bolloré. Serge Nedjar en est le metteur en scène de cette évolution idéologique, journalistique, éditoriale. J'ai envie de vous poser la question. Bien sûr, nous savons qu'il y a une pensée unique sur le service public, avec alors l'affaire Patrick Cohen et Thomas Legrand en a été la consécration. Et encore ce matin et tous les jours, on entend cette radio du service public qui est censée représenter la totalité de la diversité des opinions françaises. Elle est orientée clairement à gauche, ça personne n'en discute. Quelque part, c'est leur droit. Je me souviens, vous savez, le président Sarkozy avait dit, je vais nommer les patrons de la chaîne radio. Bon, les choses continuent comme telles. Est-ce que le risque, donc je viens au vif du sujet, est-ce que le risque sur CNews, c'est que pour combattre la pensée unique, on n'en vienne pas à l'unique pensée, et que quelque part, il y a sur CNews cette sensation de défendre des valeurs, des principes, une analyse de la politique française, mais que celle-là, vous êtes tenu, bien entendu, de donner la parole pour des quotas de temps de parole politique à d'autres, mais on sent quand même que la vraie diversité des opinions sur CNews, elle est peut-être limitée et tenue. Vous pouvez me dire, c'est parce qu'on est en période de résistance qu'on est obligé de se défendre. Mais c'est vrai, et Dieu sait si j'ai de l'estime et de l'admiration pour tous les chroniqueurs, pour Pascal Praud en particulier, mais on sent quand même qu'à un moment donné, ça peut être verrouillé. Il y a certaines choses qu'on peut dire, et quelques autres qu'on ne fait pas dire. Est-ce que je peux le vivre? Moi, je vous invite à poser cette question à Olivier d'Artigol, qui a officié sur notre chaîne pendant des années, communiste. Je vous invite à poser cette question à André Valigny, pour lequel j'ai beaucoup d'amitié et de respect. Si effectivement il est bridé dans sa parole, vous poserez la question, je ne sais pas moi, à Julien Drey. Philippe Bilger, lui, considère qu'il a été évacué pour des raisons d'orientation. Ça c'est... J'en discuterai avec lui d'ailleurs, je le recevrai pour... Je ne veux pas entrer dans ce débat. Non, d'abord, c'est un collègue que j'estime beaucoup. En plus, vous avez été magistrat. Il nous manque beaucoup, moi je vous le dis, comme d'autres d'ailleurs. Il n'y en a pas beaucoup qui sont partis, mais à qui on a demandé de partir. Mais ça, je préfère ne pas rentrer dans ce débat, si vous me permettez. Mais moi, je peux vous dire une chose, c'est qu'on m'a jamais demandé de tenir un discours, ou de parler de ceci ou de cela. Et d'ailleurs, si vous regardez un petit peu l'heure des pros, et j'y vais ce soir... vous verrez, quelquefois, comme je suis un peu bousculé par Pascal Praud, oui, bien sûr, mais je reste sur mes positions, si vous voulez. Donc, d'ailleurs, je parle... D'ailleurs, il vous engueule quelquefois. C'est terrible. Il pousse le bouchon très loin. Mais il y a aussi un jeu de rôle entre nous. Il y a beaucoup d'estime, de considération, de respect, mais il y a une forme un peu de spectacle. Il faut dire ce qui est. Oui, très bien fait. Spectateurs. Je voudrais quand même vous préciser une chose, c'est que je suis à ce micro de Sud Radio, mais je ne suis pas le porte-parole de CNews. J'ai bien compris, mais c'est pas comme ça que vous comprenez. Je ne viens pas au nom de Monsieur Bolloré ou Monsieur Nedjar. Vous dites bien, vous portez CNews au nous en disant c'est le dernier espace télévisé où on peut s'exprimer librement. Je voulais vous dire attention, à un moment donné, à force de vouloir corriger le travers d'une autre forme de médias, on finit peut-être par s'enfermer dans un discours un petit peu... Qui a une sensibilité? Vous croyez qu'il n'y a pas de sensibilité à BFM TV ou à LCI ou il y a des sensibilités? Mais évidemment. Qui a une sensibilité? Mais évidemment. Et qui soit un peu différente sur CNews. En quoi ça gêne? Et si on n'est pas content, on zappe, on va sur une autre chaîne. Tout simplement. Laissez les gens s'exprimer. Maintenant, la seule chose que je peux vraiment vous dire, c'est que les gens que je rencontre
très souvent dans les salons du livre, par exemple, ou même quelquefois dans la rue, mais dans les salons du livre, c'est vraiment un bon thermomètre. Les gens viennent me voir, ah CNews, merci d'exister. Enfin, une chaîne qui parle des problèmes que l'on voit, qui n'occulte rien, etc. Merci d'exister. Il y a une forme même que je n'avais jamais connue dans aucun autre média avant, une forme d'addiction. On prend le café tous les matins avec vous, le soir, on vous écoute. C'est notre chaîne. Les Français se sont appropriés la chaîne. Et oui, et ça, et même de l'étranger. On reçoit, nous tous, chroniqueurs, on reçoit des messages d'Israël, bien sûr, beaucoup, mais des États-Unis, d'Égypte, d'Afrique. Vous voyez, quelque part, j'ai l'impression de devenir un peu la voix de la France. C'est quand même extraordinaire. Donc c'est une chaîne particulière. C'est une chaîne qui, évidemment, attire beaucoup d'animosité autour parce qu'on a du succès. Si on n'avait pas du succès, on n'intéresserait personne. Ça a été le cas. Mais il se trouve oui, bien sûr que ça a été le cas. Il se trouve qu'on a du succès parce qu'on parle des choses que les gens voient eux-mêmes, voyez-vous. Et on y entend peut-être des choses qu'on n'entend pas ailleurs. Je suis avec Georges Fenech, qui a publié un livre qui est un témoignage de sa vie, de magistrat, de journaliste, parce qu'il est un petit peu journaliste, il fait de la télévision, bien sûr, et il fait ce portrait de la société actuelle à travers sa présence à CNews, et il décrypte sans concession, avec des termes très crus, tout ce qui a pu l'indigner, tout ce qui a pu l'interpeller, et puis il y a quelques considérations sur la façon peut-être dont on pourrait envisager l'avenir dans cette République qui est bien en souffrance. Vous restez avec nous, vous nous appelez au 08 126 300 300. Vous avez compris que Georges Fenech répondra à toutes vos questions. Et si vous avez envie de parler de CNews, de la liberté d'expression, du service public, voilà. Qu'est-ce qu'aujourd'hui le rôle d'un grand média, d'une télévision, d'une radio? Est-ce qu'on peut dire tout ce qu'on veut en France? Certains se posent la question et Georges Fenech y a répondu avec ces mots. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 13h33, c'est l'heure de déjeuner, mais Georges Fenech et moi, on a décidé de faire une petite grève de la faim. On se rattrapera plus tard pour débattre sur ces sujets qui animent la société française et qui interpellent nos opinions. Georges Fenech, ancien magistrat, ancien député, magistrature, il passe à la politique. Aujourd'hui, il est sur les plateaux de CNews et d'Europe 1, je veux dire. Et d'Europe 1, où il défend ses convictions. On discutait à l'instant, je disais à Georges Fenech, attention, quand on veut corriger le tir par rapport à des médias qui sont sous contrôle, sous influence de la pensée unique, est-ce qu'on ne devient pas l'unique pensée en essayant de cloisonner quelque part le débat? Il me dit que non. Il est vrai. Si vous permettez quand même juste un truc, c'est que je parle du service public, c'est notre argent à tous. Oui, bien sûr. Là, la chaîne CNews, c'est une chaîne privée. C'est privé. Même si on a un canal de la TNT, c'est une chaîne privée. Vous voyez toute la différence. On est d'accord, et c'est vrai pour LCI et pour BFM TV. Exactement. Qui d'ailleurs Georges Fenech, est-ce qu'on peut considérer qu'un journaliste, un patron d'antenne, un directeur éditorial qui vous dit « je suis dans la neutralité, dans l'objectivité », moi je n'y crois pas, on parle toujours de quelque part, et ce qui est bien c'est d'assumer, on est plutôt à droite, on est plutôt à gauche, voilà, on assume. À l'auditeur, au téléspectateur de faire le choix. Mais d'annoncer, nous, service public, nous ne parlons que des faits, et même Mediapart, quelque part, nous ne parlons que des faits, nous ne prenons pas position. Voilà, nous sommes dans l'objectivité, la neutralité. C'est insupportable comme discours. Bien sûr que c'est insupportable. On peut très bien avoir une sensibilité, même le dire, mais on n'est pas obligé pour autant, on ne doit pas devenir un militant derrière un micro du service public. C'est toute la nuance. Vous savez, moi, depuis que je suis sur CNews, j'ai dû écrire 4 ou 5 livres. Je n'ai jamais été invité par aucune chaîne du service public pour en faire la promotion ou pour l'expliquer. Étonnant. Voilà. Et celui que vous avez sous les yeux, cher ami, je n'ai reçu aucune invitation nulle part, voyez-vous. Donc ça me pose moins un problème quand même. Ça peut peut-être se faire, dans la mesure où vous les interpellez. Voilà, il ne m'étonnerait pas que. Et quand je parle de moi, je peux vous appelle ou. Je peux vous parler de mon ami Gilles William Golnadel, qui vend des dizaines de milliers de livres. Jamais une invitation du service public. Alors on me dirait oui, mais vous les attaquez. Mais on les attaquait à cause de ça précisément. C'est qu'il y a eu la mainmise d'un clan, voilà,
sur le réseau public. Et ça n'est pas supportable. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a une commission d'enquête parlementaire en ce moment sur le pluralisme dans le service public. Et là, on est en train de ouvrir le capot, comme dit l'autre, comme dit Pascal Praud notamment, et on découvre pas mal de choses. Hein. L'arroseur pourrait être arrosé et il serait temps. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir du militantisme, c'est acceptable, à condition que l'on dise que ça en est et que l'on dise d'où on parle. Georges Fenech, nous avons Sophie qui nous appelle de Biarritz. Bonjour Sophie. Bonjour Perico, bonjour Monsieur Fenech. Je vous aime beaucoup et j'aime beaucoup votre calme et votre pensée tranquille mais certaine. Non, je voulais juste dire que nous regardons beaucoup ces news et que ce n'est pas une chaîne facho dans la mesure où en plus les membres de LFI aiment beaucoup venir voir Laurence Ferrari quand ils ont quelque chose à dire. Mais ceci dit en passant, Marc Menant par exemple, qui est un chroniqueur remarquable, c'est un homme de gauche dont les parents ont quand même subi les sévices du fascisme du temps de la guerre. Je pense que ce sont des arguments quand on n'a plus rien à dire. Georges Fenech, je suis d'accord, hein, Sophie. Merci, je fais toujours un édito à cette antenne en disant ras-le-bol des anathèmes de fascistes, de nazisme. Si c'est ça, le fascisme et le nazisme, alors c'était pas si méchant que ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le seul argument politique qu'on a opposé à des gens avec lesquels on n'est pas d'accord, c'est de les traiter. Alors aujourd'hui, le fascisme, il commence où, voyez? Et là, je vois l'arc républicain, le camp républicain, c'est aberrant. Vous êtes d'accord que le mot fasciste a été galvaudé? Bien sûr. D'abord, je remercie Sophie pour ses compliments et son témoignage. Et je confirme effectivement ce qu'elle dit. Voilà, on n'est pas du tout fasciste. Marc Menant n'est pas un fasciste. Christine Kelly n'est pas une fasciste. Laurence Ferrari, et je pourrais ensuite énumérer comme ça tous ceux qui interviennent sur notre chaîne. Mais politiquement, oui, maintenant, voilà, on apprend que Rachida Dati est fasciste, si on en croit Monsieur Grégoire, n'est-ce pas? Donc, quand on en est là, c'est qu'on n'a plus d'arguments. Vous avez raison, c'est qu'on n'a plus d'arguments à opposer. Et il va bien faire. Et les électeurs, vous savez, ne s'y trompent pas. Eux ne s'y trompent pas. On ne peut pas les prendre pour des naïfs. Et d'ailleurs, vous voyez bien les résultats qui vont arriver dans certaines communes. Hein. Et grandes villes. Et en France en général. Et en France en général. Tout ça, le but, c'est de combattre l'extrême droite. C'est dire que le RN est un parti fascisant, issu quasiment de la collaboration. Et plus on l'insulte, plus il monte dans les scores. D'abord, le RN, ça n'est plus le FN. C'est plus le FN. Nous sommes d'accord. Hein. Ah, mais ça, il y a des gens qui tiennent absolument à rappeler que c'est le FN de Jean-Marie Le Pen. Si on devait remonter toute l'histoire des socialistes et toute l'histoire de François Mitterrand, etc. Et du Parti communiste. Aujourd'hui, ce qu'il en est et quelle est la voix, quelle est la parole des dirigeants de ce parti, auquel je n'appartiens pas. D'ailleurs, je n'appartiens plus à aucun parti aujourd'hui. On est bien d'accord. C'est pas ma sensibilité à proprement parler, mais moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, le danger, il vient pas de là. Hein. Le danger, où est-il le danger antisémite? Où est-il le danger communautariste? Où est-il ce danger-là? On le sait. À la France insoumise. Exactement. Et Olivier Faure a bien dit, pas d'accord national avec la France insoumise. Oui. Ce sont des gens qui ne sont pas fréquentables. Oui. Sauf quand il y a une mairie à sauver ou un siège de député à préserver. Et quand on lui pose la question, il dit oui, je voterai pour monsieur Picmal à Toulouse, c'est-à-dire LFI. Georges Fenech, vous avez dans cet ouvrage passé en revue un certain nombre de personnalités. Vous faites des portraits de vos collègues, Gilles William. C'est-à-dire que j'ai pensé qu'il y a une telle attraction de nos téléspectateurs. Je dis, je vais leur ouvrir un petit peu les coulisses, vous dire un peu comment ça se passe avant le commencement de l'antenne, quels sont nos rapports, et puis faire des portraits des uns et des autres. C'est ce que j'ai pensé utile de faire. Alors, il y a quelques personnalités un peu plus tonitruantes que d'autres, et c'est le but. Vous parlez notamment, voilà, Philippe de Villiers, pour vous, vous avez lu, vous êtes imprégné du Mémoricide, qui est son ouvrage, vous estimez qu'il y raconte des choses fondamentales et inquiétantes par rapport à ce qui... Aujourd'hui, politique et audiovisuel. Je ne rate jamais une émission le vendredi, je l'écoute avec une émotion. Cette vibration charnelle qu'il a quand il parle de la France, quand il évoque avec toute son expérience, sa longue expérience. C'était aussi un visionnaire, il avait raison avant tout le monde. C'est ce qui lui a empêché peut-être de faire une carrière encore plus brillante qu'elle ne le fut. Mais elle est déjà brillante, bien sûr. Et donc, voilà, le succès de Philippe de Villiers, 1 million de téléspectateurs, et voire plus, 1,2 million. C'est clair. À lui tout seul, avec Elliott Deval et Geoffroy Lejeune, ça montre bien que les Français ont besoin d'entendre tout ce qui symbolise toujours et tout ce qui menace maintenant
notre identité, notre culture, notre indépendance, notre souveraineté. Et il le dit avec ces mots à lui, qui sont à la fois un homme politique, mais j'allais dire c'est un poète. C'est un poète de l'âme, du cœur. Est-ce qu'il y a une dérive pour autant aujourd'hui dans cette réaction à la pensée unique sur les médias dans le pays, cette gauche, cette intelligentsia de gauche qui a donné le là idéologique pendant des années entre les gens qui étaient fréquentables et pas fréquentables, vous estimez que ça y est, que la part des choses est faite? Il y a dans l'évolution des mentalités? Non. D'abord, je vais vous dire, jamais j'aurais rêvé d'avoir cet espace de liberté. Ça n'existait pas à l'époque où j'essayais de me battre, et à la fois j'étais magistrat et ensuite en politique. Il n'y avait pas l'équivalent de CNews. Il n'y avait pas cette liberté. Il n'y avait même pas Sud Radio. En 68, il y avait eu un petit mouvement parce que le pouvoir considérait que les radios étaient un petit peu trop libres. D'ailleurs, ça avait été repris en main tout de suite après. Exactement. Et donc moi je considère aujourd'hui que cette liberté chèrement acquise, elle est fragile. Elle est fragile. Je rappelais là ce qui est arrivé à C8. Donc il faut être très très prudent et préserver. Quand on a entendu parler, par exemple, de labellisation des médias dans la bouche même du président de la République, c'est quand même inquiétant. Hein. Oui, là c'est une vraie dérive. Je sais pas, Sud Radio, comment vous aurez été labellisé. Hein. Alain Peyrefitte avait voulu faire passer une loi sécurité et liberté en 81. Ça avait contribué en partie à la victoire de la gauche. Dans votre deuxième partie de l'ouvrage, Le pays qui doute, vous parlez de l'amnésie française. Quelle est cette amnésie à laquelle vous faites allusion? Je me suis un peu encore inspiré de Mémoricide, de Philippe de Villiers. Si vous voulez, on est hémiplégique au niveau de la mémoire. C'est-à-dire qu'on veut retenir que nos péchés. La colonisation... et on a perdu la mémoire. Je rappelle la mémoire aussi, parce que je l'ai vécu personnellement. En ce qui concerne la colonisation, quand le président de la République, Emmanuel Macron, va en Algérie et parle de crimes contre l'humanité, quand vous avez vécu vous-même, j'étais certes enfant, mais c'est l'histoire de ma famille, et que vous entendez ça, vous pouvez pas rester insensible. Et je rappelle une anecdote, c'est quand je suis allé avec Alain Marlex, ministre des Anciens Combattants, dans le cimetière magnifique de Gamart, en Tunisie, pour remettre la décristallisation des pensions militaires à tous les Chibani, à tous ceux qui ont combattu avec les tirailleurs sénégalais aux côtés de la France et qui sont morts. Et c'est là que vous vous rendez compte que vraiment on passe à côté d'une grande partie de notre histoire. Certes, il y a eu des souffrances, la colonisation. Toute colonisation, et la France n'a pas eu le monopole, s'est accompagnée de souffrances, mais après, avec le temps et l'histoire, c'était transformé en présence française, qui a beaucoup, j'ose le dire, parce que c'est très incorrect de le dire, qui a construit les hôpitaux, qui a apporté la vaccination, qui a fait émerger des classes moyennes, qui a construit beaucoup d'ouvrages, Donc, voilà, c'est cette perte de mémoire hémiplégique que je voudrais rappeler. Vous estimez qu'on est allé un petit peu trop loin dans la repentance et qu'on s'en prévaut trop souvent pour des raisons qui sont illégitimes? Oui. Et cette repentance, vous l'entendez où? Vous l'entendez dans certaines cités. À force de dire, on vous a colonisé, on vous a exploité, c'est les descendants des descendants. Elle est enseignée à l'éducation nationale. La repentance est une matière aujourd'hui. Elle est enseignée, elle est dite dans la bouche de nos dirigeants. Et donc, comment voulez-vous que ces jeunes qui grandissent avec l'esprit d'avoir été discriminés ne se révoltent pas? Vous leur dites qu'on leur apprend la détestation de la France, quelque part? Eh bien, on leur apprend pas directement, mais on leur parle toujours des mauvais côtés. On leur dit que ce sont des victimes. Vous avez une créance sur la France, le péché colonial, et donc vous avez l'excuse de quelquefois vos déviances. D'où la culture de l'excuse. Donc en 2026, on continue à rembourser 1830. C'est un petit peu le concept. Peut-être pas de 1830, mais en tout cas 1950. 1950. Ouais. Nous sommes avec Georges Fenech, qui vient témoigner de sa vie de magistrat, de député, aujourd'hui, j'allais dire de polémiste polémiste, tout simplement libre penseur. Il débat et on n'est pas toujours d'accord. Ça ne me gêne pas, polémiste, j'aime bien. Polémiste, ça va très bien. Et nous décryptons son livre. Ne dites pas à ma mère que je suis chroniqueur sur CNews. Elle me croit toujours, juste à Hasbrook, chez Fayard. Vous nous appelez au 0826 300 300, vous avez vu qu'on discute très librement, parce qu'ici c'est le parlons vrai. CNews n'a pas le monopole de la libre pensée, et ça on en a convenu tout à l'heure, vous l'avez reconnu, et on attend vos appels. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Radio, la France dans tous ses états. Perico Légas.
Je reçois Georges Fenech sur Sud Radio, il est 13h48, on discute de tout avec Georges Fenech qui a vu, entendu et vécu beaucoup de choses. Je vais revenir, Georges Fenech, sur votre passé de magistrat. Je vais citer les deux citations que vous mettez dans votre ouvrage en page 151 et 150. D'abord, celle de Montesquieu. Quand le juge oublie qu'il n'est que la bouche de la loi, il devient un tyran. Et la deuxième de Philippe Séguin, la République, ce n'est pas le règne des juges, c'est la souveraineté du peuple. Vous avez été magistrat, donc vous avez été, j'allais dire, au cœur du milieu de la machine judiciaire. Il y a un épisode que vous dénoncez avec véhémence, d'ailleurs, qui est le mur des cons, où on se rend compte qu'il y a dans la magistrature des gens qui expriment leur opinion politique et peut-être juge en fonction de ce paramètre. Alors tous les magistrats vous diront non, je laisse ma casquette quand j'énonce un verdict. Vous avez l'air de dire la magistrature, elle est quand même marquée à gauche, avec deux exemples précis. La rapidité avec laquelle la justice est tombée sur la tête de François Fillon pendant la campagne présidentielle de 2017. Et là, on a sur Marine Le Pen l'idée que peut-être un tribunal va pouvoir décider à la place du peuple français qui peut devenir ou pas président de la République. Ah oui. Ah, il nous faudrait beaucoup de temps pour vous raconter toute cette histoire. Vous avez 6 minutes 50. 6 minutes 50, c'est beaucoup. Non, mais simplement rappeler quelques moments forts. Vous savez, la gauche prend le pouvoir en 81. Robert Badinter devient garde des Sceaux. Le syndicat de la magistrature qui rongeait ses freins depuis 1968, date de sa création le 8 juin 68 précisément, au lendemain des événements de 68, il se retrouve aux manettes. Il rentre en force dans tous les cabinets ministériels. Qui avaient pu avoir ses heures de gloire, d'ailleurs, entre 68 et 81, le syndicat de la magistrature. Ah oui, ils avaient payé quelques coups d'éclat. Oui, mais à bon escient ou non, quelquefois? Non, c'était vraiment imposer une idée subversive de l'institution judiciaire. Quand vous avez, en 1973, la fameuse harangue d'Oswald Baudot, que je rappelle à chaque fois dans mes livres, qui était un magistrat qui s'adressait à des jeunes auditeurs de justice qui allaient prendre leur fonction. Oui. Il leur a dit, je vais vous délivrer ce sermon sur la montagne. Soyez les défenseurs naturels de la femme contre le mari. Soyez les défenseurs naturels de l'enfant contre le père. Du salarié contre le patron. Du voleur contre la police et du plaideur contre la justice. La négation totale de l'état de droit. La négation totale de l'impartialité. De l'impartialité. Donc de l'état de droit, de l'impartialité des juges. Soyez partiaux. Soyez du côté du plus faible. Soyez du côté. Donc endoctrinement. Endoctrinement qui a infusé dans toutes les générations de futurs magistrats. Moi, j'étais à l'école de la magistrature en 79, j'entendais ce discours. On nous demandait, avec beaucoup d'insistance, d'adhérer au syndicat de la magistrature. Il se trouve que j'ai résisté avec une poignée. Mais, et cette filiation, alors Badinter, Guigou et compagnie, et Dupond-Moretti et Christiane Taubira, qui tous, le premier coup de fil à Robert Badinter dès la nomination, eh bien, la filiation en ligne directe, c'était 2013, effectivement, avec le mur des cons. Où vous découvrez, où les Français découvrent avec stupéfaction. Rappelons ce que c'est. C'est un tableau sur lequel les magistrats ont mis des effigies. Qui se trouvait dans les locaux du syndicat, lequel était dans les locaux du ministère de la Justice, vous imaginez. Voilà. Épingler tous ceux que les juges considéraient comme des cons, c'est-à-dire des gens à abattre. Une forme de pilori. Voilà. Une forme de pilori. Alors que sur ce tableau, il y a eu, je ne sais pas, Nicolas Sarkozy et d'autres, je crois que Philippe Bilger, il me semble qu'il y était. Moi, il se trouve que j'y étais pas, dommage. Mais qu'on ait mis sur ce tableau Jean-Pierre Escarfaille, le père de Pascal Escarfaille. Bien sûr. 20 ans, la première victime de Guy Georges, violée, étranglé, qu'on ait mis ce père de famille parce qu'il avait constitué une association pour que ça ne se renouvelle pas, ces tueurs en série, et que les juges l'épinglent. C'était une deuxième mort pour sa fille et pour lui, voyez-vous. Donc les Français ont compris. Et ça s'est terminé comment, cette affaire? Une petite poursuite devant le tribunal correctionnel de la présidente, qui a eu 500 € d'amende avec sursis, et dans la foulée, un avancement à la cour d'appel de Bordeaux. Donc les gens voient bien que la justice fonctionne en roue libre, qu'elle ne rend de compte à personne, qu'elle est tenue essentiellement par un clan, et qu'il faudra tôt ou tard en sortir. Moi j'attends le garde des Sceaux qui viendra dire:
obligation de réserve, respect du statut, vous ne pouvez pas vous impliquer dans le débat politique. C'est la formule de Montesquieu. Si le juge n'est plus que la bouche de la loi, c'est-à-dire s'il ne se contente plus d'appliquer la loi, de vouloir la faire, alors on est susceptible de tomber sous une tyrannie. Voilà, quand le juge oublie qu'il n'est que la bouche de la loi, il devient un tyran. Vous estimez que peut-être Gérald Darmanin a pris conscience de ce problème ou non ? Je pense qu'il est au courant, mais même Éric Dupond-Moretti, qui vient peut-être de hier, souvenez-vous, quand il a eu ses propres difficultés, ou quand le syndicat a rendu une contre-circulaire à la sienne, tout de même après les émeutes consécutives à l'affaire Naël, il avait dit ça n'est pas un syndicat de justice, c'est un syndicat politique. Alors là, la France est en attente le 7 juillet du verdict qui va décider de la capacité ou pas de Marine Le Pen à se présenter à la élection présidentielle 2027. C'est la loi, tout simplement, ou c'est pas tout à fait la loi? Alors ça, le législateur, il devrait, l'homme politique, balayer devant sa porte, parce que c'est le législateur qui a donné ce pouvoir exorbitant. Et les parlementaires qui ont voté vous disent aujourd'hui, on aurait peut-être dû y repenser à 2 fois. Bah oui, moi je l'avais pas voté, cette exécution provisoire, etc. J'y étais au Parlement à ce moment-là. Et donc là, on a donné un pouvoir énorme au juge, même, je dirais, attentatoire un peu à la séparation des pouvoirs. Comment un juge peut décider à la place des Français et des électeurs pour qui ils doivent voter? Qu'il y ait des condamnations, je le comprends, mais qu'il y ait des peines aussi lourdes, c'est-à-dire interdiction ensuite de se représenter, eh bien, je pense qu'il faudra tôt ou tard faire en sorte que on redonne à la démocratie un nouveau souffle et qu'on permette en combattant la corruption, en combattant toutes ces infractions, bien entendu. Mais pour autant, il ne faut pas donner au juge cette responsabilité. Et quand vous lisez les motivations de la condamnation de Marine Le Pen, le juge dit clairement il y a un risque qu'elle soit candidate et qu'elle gagne l'élection. Vous vous rendez compte? Or, comme elle aura créé un désordre, nous empêchons qu'elle soit... D'ailleurs, la Cour d'appel des juges cette approche et dit que l'exécution provisoire était illégitime. Mais absolument. Georges Fenech, l'évolution de la société française dans cette insécurité, vous pensez que ça va pouvoir se régler par la voie institutionnelle, par les urnes? Vous êtes très inquiet dans votre ouvrage, hein, vous citez un certain nombre de témoignages, et en tant que magistrat et en tant que député. Vous n'êtes pas aussi pessimiste qu'Yvan Rioufol, ni que Philippe de Villiers. Y a-t-il une forme de sursaut possible ou on va tout doucement vers la guerre civile si quelque chose ne se produit pas entre-temps? On n'est pas à l'abri d'une fracture. Souvenez-vous de la prédiction de Gérard Collomb, dont on parlait tout à l'heure au moment de la publicité. On n'est pas côte à côte, on sera face à face. Voilà, exactement. Donc il y a un risque effectivement de fracture, de séparatisme, disons-le très clairement. Donc, ce qu'on peut espérer et attendre, c'est qu'il y ait un sursaut, peut-être aux prochaines, nous l'espérons, élections présidentielles en 2027, il faut qu'il y ait une rupture. Il faut véritablement qu'il y ait une rupture, et ça passe sans doute par l'interrogation du peuple, de redonner la voix au peuple, c'est-à-dire retrouver le référendum qu'on n'applique plus. Je pense notamment à la question de la migration. Si on veut ne pas être corseté par les juridictions nationales ou internationales, la Convention européenne des droits de l'homme, il faudra un référendum tôt ou tard que le peuple dise ce qu'il veut pour notre pays. Le peuple souverain. Le souverainisme, c'est bien le synonyme de la démocratie. Oui. Merci Georges Fenech d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle le titre de votre ouvrage. Ne dites pas à ma mère que je suis chroniqueur sur CNews. Elle me croit toujours juge à Hasbrook aux éditions Fayard. Le livre rencontre déjà, à mon avis, un très grand succès. Oui. Et j'espère qu'on va se retrouver bientôt en tant que libre penseur sur des médias libres où on pourra dire ce qu'on voudra. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Quant à vous, je vous dis, eh bien, je ne suis pas là demain. C'est l'excellent André Berkoff qui prend la commande de l'émission. Et on se redit à lundi pour partager ensemble les émotions qui sont celles de la nation et de la République. Je vous embrasse tous. Bon week-end. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.